Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous à l'occasion de ce numéro de l'émission Leçons de vie. Il y a des personnes qui ont marqué de façon indélébile leur environnement tant social que professionnel. Ces personnes ont le parcours qui constitue un cadre d'enseignement pour la jeune génération. Plutôt que cet enseignement ne soit réservé à leur proche entourage, Leçons de vie s'est donné pour mission d'aller à la rencontre de ces personnalités au fin de leur faire partager à l'ensemble de la population cette expérience fort riche. C'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui un grand nom de la scène politique burkinabé et africaine. Un monsieur dont le nom, à un moment donné, avait été confondu au nom de la ville de Ouagadougou. Un monsieur qui ne laisse personne indifférent. Ce monsieur, je vous le fais découvrir tout de suite à travers la Bio Express. Il est né le 19 septembre 1952 à Ouagadougou, au moment donc où le Burkina Faso s'appelait Haute-Volta. Notre invité du jour a suivi des études primaires et secondaires à Koudougou et à Ouagadougou. Il s'envolera ensuite pour la France et plus précisément la ville de Dijon. Il y préparera avec succès une licence et une maîtrise en gestion d'entreprise, puis un 2SS. De retour au pays, le grand travailleur va très vite se distinguer. Il devient en 1983 chef du crédit agricole à l'autorité des aménagements des Volta. En 1984, il devient haut-commissaire de la province d'Obri-Tenga. Une année après, il devient le chef de cabinet de l'ex-président Blaise Compaoré, qui était alors ministre délégué à la présidence du Faso. Au cours de la même année 1985, il est nommé président de la délégation centrale de la justice populaire. C'est en 1987 que notre invité du jour commence véritablement une carrière politique en tant que secrétaire adjoint au commerce et aux finances du Front populaire. En mars 1995, il est élu maire de la ville de Ouagadougou. Il restera à ce poste jusqu'en 2012, marquant d'une empreinte indélébile cette commune capitale du Burkina, dont on ne peut désormais parler sans citer son nom. Ouagadougou est parfois appelé Simonville. Notons que notre invité a été le président de l'Association des maires du Burkina Faso et trésorier de l'Association des maires francophones du monde entier. Il a également été élu député en 1997 et réélu en 2002. Simon Compaoré est cofondateur du Mouvement pour le peuple et le progrès MPP, parti au pouvoir dont il est le président. Il a été ministre d'État au sein du gouvernement du président Roch-Marc Christian Kaboré et quittera le gouvernement en janvier 2019. Marié et père de 2 filles, notre invité du jour aime à rappeler qu'il est fils de pasteur. On pourrait même ajouter qu'il a dirigé la chorale de son église. C'est donc un homme très pieux et à l'éducation stricte. Il est exigeant envers les hommes, mais aussi envers lui-même. Unanimement, les personnes qui l'ont côtoyé disent qu'il est plus ponctuel qu'une horloge. On dit aussi de Simon Compaoré qu'il ne sait pas prendre des gants. Il a un franc-parler parfois déroutant et ses adversaires politiques diront même qu'il est injurieux. Mais un proverbe populaire dit que celui qui parle beaucoup n'est pas méchant. Nous sommes donc heureux d'accueillir l'homme au franc-parler reconnu pour qu'il partage avec nous ses leçons de vie. Vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien de M. Simon Compaoré, président par intérim du Mouvement du peuple pour le progrès. Bonsoir, M. Compaoré. Bonsoir. Eh bien, tout au long de cette émission, nous aurons plus affaire à l'homme plutôt qu'à l'homme politique. Donc, vous allez nous permettre de vous appeler tout simplement Monsieur Simon Compaoré, plutôt que le président ou son excellence pour les différents postes que vous avez occupés. Cela vous convient-il? Absolument, absolument. D'accord. Nous venons d'écouter tout à l'heure votre bio express. Est-ce que cette bio résume un tant soit peu qui vous êtes, donne un aperçu de qui vous êtes? Oui, tout à fait. D'accord, parce qu'on sait que toute votre vie pourrait tenir dans un livre de milliers de pages, mais nous avons osé, ou du moins risqué en 2-3 minutes, donner de façon synthétique votre parcours. Et on a estimé que c'était le point essentiel. Absolument. Vous êtes aujourd'hui le président du Mouvement du peuple pour le progrès. Quelles sont les contraintes liées à un tel poste? Merci d'abord d'avoir effectué les déplacements chez moi. J'allais dire chez mon père, parce que l'espace que nous occupons est une propriété de mon père. Et je voulais vous dire grandement merci pour cette marque d'estime, d'amitié que vous faites
en vous déplaçant ici même. Vous m'avez posé une question. Occuper le poste que j'occupe aujourd'hui n'est pas chose aisée parce qu'il s'agit d'écouter, d'être à l'écoute de milliers de militants, des villes comme des campagnes, et quelquefois résoudre des problèmes qui vous sont soumis. Et j'avoue que ce n'est pas facile. Et quelquefois même, il faut avoir beaucoup de patience pour écouter et puis essayer de faire ce qui peut être fait. Et surtout, d'être compris. Mais in fine, d'être efficace, faire en sorte que le parti marche, parce que il a été créé pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et c'est vous, en tant que chef d'orchestre, de faire en sorte que les éléments nécessaires soient réunis pour la victoire. Donc ce n'est pas facile. Avant d'occuper la fonction que vous occupez aujourd'hui, Simon Komporé a été révélé au grand public lors de son passage à la mairie de la ville de Ouagadougou. Et comme nous disions tantôt, à un moment donné, on a même confondu le nom de Ouagadougou au nom de Simon. Certains se permettaient de dire Simonville. Quel souvenir gardez-vous de votre passage à la tête de la mairie de Ouagadougou? Alors, je dois dire que je fais partie de ceux qui on peut appeler des vénards. C'est que Dieu a gratifié de bonnes choses. Même si dans ma vie, j'ai connu des moments difficiles. Je suis dans ma 67e année et comme j'aime le dire, je vis sur bonus à l'heure actuelle. Parce que malheureusement, il y en a qui sont partis sans atteindre cet âge-là. Donc, je fais partie de ceux qui sont des chanceux. Je voulais simplement dire que par rapport à la question que vous avez posée, vous avez dit... Le souvenir que vous gardez de votre passage c'est à la mairie. Le fait d'avoir géré avec des collaborateurs et des collègues la ville de Ouagadougou pendant 17 ans, mais des souvenirs intenses de joie. Parce que lorsqu'il pleut et qu'il y a des parties de la ville qui sont inondées et que vous sortez sous la pluie, en culotte, et que vous partiez devant les gens, vous parliez et que les gens vous applaudissent, on ne peut qu'éprouver de la joie. Parce que les gens comprennent que vous êtes vraiment à leur service. Alors, ce sont des moments comme ça d'intense satisfaction, inoubliables, et que je garde en tant qu'ancien maire de la ville de Ouagadougou. C'est aimer passionnément sa ville et, malgré les difficultés, être toujours à la rencontre de la population et faire tout ce qui peut être fait pour que les citoyens soient contents. Et même si vous n'arrivez pas, que ces populations comprennent ce n'est pas par manque de volonté. Nous allons justement suivre le témoignage d'une de vos collaboratrices à la mairie. C'est un homme comme les autres, mais très exemplaire. Et 17 ans avec lui, c'était la course. Et il faudrait le connaître. Quelqu'un qui est très, 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 très dur dans le service et qui s'attend toujours à un résultat. Alors, quand il commence, tout le monde est bousculé. Et il faut avoir le sang-froid pour pouvoir travailler avec lui. C'est dans son bureau qu'il prend son café. Qu'il voit au niveau du protocole, et souvent moi, j'avais cette habitude de brancher mon café,
les collègues qui sont là tournent autour. Alors Clarisse, on va prendre un café. Je dis oui, il y a du café, buvez. Mais dès qu'ils sortent, c'est pas une cafétéria ici. Et le jour, il est très fâché. Alors chacun essaie de boucler son bureau. Il est surbooké par ces termes qu'il emploie. Il a son dictionnaire privé aussi, que je suis fâchée, je suis très fâchée, je ne suis pas content de toi. Il y a des moments, il m'appelle, il n'est pas content de moi. Parce que j'ai eu, Clarisse a fait telle chose et qu'il n'est pas content. Il a demandé un service, je n'ai pas fait le service. Clarisse, je suis très fâchée. Et sors de mon bureau. Moi, je sors. J'ai dit de sortir. Je me retourne, j'ai dit, monsieur le maire, je suis en train de sortir de votre bureau. À moins de 3 minutes, appelez-moi Clarisse, je rentre. Il tourne, je ne suis pas content de toi. Moi, je ne dis rien, je dis oui, je comprends, vous avez raison. Et il dit à Moré, j'ai raison ou je n'ai pas raison? Je dis, vous avez parfaitement raison. C'est que souvent, vous nous faites la force aussi. Quel commentaire sur ce premier témoignage? Ce que Clarisse a dit, c'est tout à fait vrai. Je suis un homme pragmatique. Et je veux des résultats, et des résultats tout de suite. Donc je veux que les gens fonctionnent au cas de tout, répondent au cas de tout, parce que les gens ne peuvent pas comprendre les retards qu'on met pour exécuter certaines missions, certains actes qui doivent être bénéfiques pour eux. C'est pour ça que je n'admets pas qu'on met du retard pour exécuter les instructions qui sont données. Donc, quelquefois, je force la dose, mais les gens ont fini par comprendre que c'est pour le bien commun, que je m'emporte quelquefois, que je suis très exigeant quelquefois. Certains disent que votre rythme de travail est intenable. Il vous arrive de donner rendez-vous à 4h du matin, 5h du matin au bureau. C'est vrai. Parce qu'un maire, normalement, doit savoir partager son temps entre le bureau et le terrain. Si vous êtes un maire de bureau, vos jours sont comptés. Et donc, quand vous voulez faire le bureau et le terrain, vous devez faire attention pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre criard entre le temps que vous mettez au bureau et le restant du temps qui est consacré au terrain. Le terrain pour voir ce qui se passe, si les chantiers s'exécutent correctement, et permettre aux gens de vous interpeller également. Si vous êtes tout le temps au bureau, les gens ne peuvent pas vous voir, ils ne peuvent pas vous interpeller. Donc tout se tient. Et c'est pourquoi je suis obligé, quelquefois, de donner des rendez-vous à ceux que j'appelle les voleurs du temps, parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes de vol du temps. Si vous ne faites pas attention, vous aurez l'impression que vous avez travaillé, or vous avez passé le temps à recevoir 2, 3 personnes qui vous ont pris 1 heure, 2 heures. Et moi, je faisais beaucoup attention. Et c'est pourquoi je donnais quelquefois des rendez-vous à 4h, 4h30, 5h. Voilà. On sait qu'à la tête de la mairie, ce n'a pas été toujours facile, notamment avec les commerçants. Nous allons ici écouter le témoignage d'un représentant d'une association des commerçants. Ouais, quand il venait ici, quand il était maire, quand il vient souvent, les commerçants ramassent leurs affaires. Et puis, avant que Simon ne vienne, si Simon vient trouver les affaires là, il vient avec les policiers. Quand il vient seulement, il y avait un mot, on disait que Sarah Kouime. Quand on dit Sarah Kouime, c'est qu'il y a Simon qui vient avec les policiers. Quand il vient seulement, on ramasse les effets et puis on casse. Que Simon repart et puis on le fait sortir encore. Et un jour, ils sont venus la nuit, ramasser nos tables, aller déposer ça à Zabedara, aux directions de la police municipale. Nos tables, nos effets, voilà. Et maintenant, quand on est revenu le matin maintenant, on vient nous dire qu'il y a Simon qui est venu ramasser nos tables ici. Donc, on est reparti là-bas. Bon, en fait, il y a eu le bon Dieu, il ne nous a pas fait payer. Il a dit à chacun de venir reprendre
ces marchandises. Mais quand tu prends, tu viens directement, il ne faut plus s'asseoir là où ils ont venu ramasser les effets. Il a déjà venu ici avec un bâton, avec des policiers, lui-même devant. Il faut ramasser, il faut ramasser. Ça, c'est le défaut de Simon. Le message que je veux dire à Simon, je veux lui dire, et en tout cas, vous avez travaillé, mais vous avez gâté aussi. Vous avez fait des gens, il y a des gens qui, actuellement, ils ont retourné au village. Parce que c'est comme vous avez dit que si tu ne peux pas vivre à Ouaga, il faut retourner au village. Vous avez rendu la ville propre aussi. C'est à cause de vous aussi. Quel commentaire sur ce témoignage? Ben, il a raison, mais je pense qu'ils ont fini par comprendre. Parce qu'une ville comme Ouagadougou, c'est la capitale. Et tous les autres maires regardent comment la ville de Ouagadougou est gérée. Et c'est le gestionnaire de la ville de Ouagadougou qui doit donner l'exemple aux autres gestionnaires des autres villes du Burkina. C'est pourquoi vous comprendrez que dans une ville capitale, il y a un certain nombre d'exigences. L'occupation de l'espace public ne peut pas être faite de manière désordonnée. On est obligé de mettre de l'ordre. Or, avec nos amis du secteur informel, des marchés IA, ce n'est pas la chose la plus partagée. L'occupation, le respect de la discipline dans l'occupation de l'espace public. Donc, nécessairement, quelquefois, lorsque on attire l'attention une, deux fois, on finit par utiliser les méthodes fortes. Les méthodes fortes, c'est elles qui consistent à ramasser les marchandises, les tables, pour que les gens comprennent que dans une ville comme Ouagadougou, il faut de l'ordre. Il y a des places qui sont destinées à la vente, des places qui sont destinées à la circulation. Et c'est ainsi qu'on organise la vie dans une ville qui est aussi peuplée comme Ouagadougou. Et quelquefois, on est incompris. Et vous avez vu qu'il y a des accidents, et quelquefois mortels, parce que les gens ont osé aller occuper des espaces qui sont destinés à la mobilité urbaine. Mais je crois qu'il y a eu des occasions où les gens ont fini par comprendre que ce n'était pas la méchanceté. Ça fait partie aussi des bons gestes pour la gestion d'une ville comme Ouagadougou. Que répondez-vous donc à ceux qui disent que Simon Compaoré a des méthodes de CDR? Le CDR, si vous ne voyez que les mauvais côtés, moi je plutôt regarde les bons côtés. J'ai été CDR, et si on me traite de CDR, je n'ai pas de problème. Les CDR ont été des structures donc, de la révolution d'août 83 qui ont posé des actes et certains actes qu'on ne peut pas oublier parce que ça a participé à l'avancée de notre pays. Et donc, les CDR ont été ces structures qui ont accompagné la révolution. Et donc, moi, je ne suis pas gêné. C'est vrai qu'il y a eu des côtés négatifs, mais moi, je suis positif par rapport à ce qui a été fait de bien dans les villes comme dans les campagnes par les comités de défense de la Révolution. Lorsqu'on voit un tel parcours politique, l'on est naturellement tenté de se demander qu'est-ce qui vous a amené en politique? Très bonne question, à laquelle moi-même j'ai des difficultés pour répondre. Moi, je suis fils de pasteur. Et donc, si vous voyez que j'étais à l'église en train de prêcher, que j'étais pasteur, on aurait compris. Il n'y avait pas beaucoup d'explications à donner. Tel père, tel fils. Mais là, je me suis laissé mordre par le virus de la politique. Bon, il faut dire que tout a commencé d'abord petitement au lycée où il y avait un certain nombre d'activités qui nous ont appris à comprendre
que la vie, ce n'est pas seulement l'école, ce n'est pas le collège. Il y a autre chose, il y a la vie pratique. Et dans la vie pratique, nous avons vu des événements qui se sont déroulés au Burkina, notamment le 3 janvier 1966. J'étais au CM2, 3 janvier 1966, et on a vu ce qui s'est passé. Et petit à petit, il y a une petite conscience qui s'est formatée dans nos cerveaux. Et c'est comme ça qu'en allant par la suite au collège, à l'université, au lycée et plus tard à l'université, ben, on a eu des dévanciers qui nous ont appris ce que c'est que la politique et à chérir, à aimer la politique. Et je dois dire, dans le sens le plus noble du terme, qui consiste à dire, bon, ben, pour la gestion de la cité, la gestion du pays, bon, ce n'est pas l'affaire d'une catégorie seulement de personnes, c'est tous les citoyens doivent aimer faire la politique, apprendre à gérer la cité, aimer à gérer la cité, à chérir la justice et à faire en sorte que la vie soit possible dans le pays, dans la cité, dans le village, dans le secteur, dans la commune. Bon, au sens noble du terme, c'est ça. Donc, voilà. Justement, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui souhaiteraient s'engager en politique? Celui qui dit qu'il ne va pas faire la politique, tel que je l'ai expliqué dans la compréhension que j'ai donnée, bon, fait fausse route. On ne peut pas être citoyen et être insensible, indifférent par rapport à la gestion de la cité, à la gestion du pays. Donc, c'est pourquoi, dans ce sens-là, d'aucuns disent que si tu ne fais pas la politique, elle te fera. On est dans un milieu où on est obligé de s'y intéresser. Même si on n'est pas aux avant-postes, on fait tout de même lorsqu'on va voter, lorsqu'on va assister à des campagnes, ben, on peut dire qu'on finit par faire la politique, par s'intéresser à ce qui se passe dans la cité, à l'avenir de son pays, de sa ville. Donc, je crois que les jeunes doivent s'intéresser à la politique. Mais la politique dans son sens noble, ce n'est pas sécher des cours pour aller faire la politique. Non, à notre temps, on disait qu'il faut être un cadre politiquement conscient et bien formé, je dis, mais bien conscient aussi de l'avenir du pays. Alors, techniquement compétent, politiquement conscient. Donc, vous voyez que les deux aspects vont ensemble. C'est un tout qui doit habiter dès le jeune âge les jeunes, et qui sont, comme on aime le dire, l'avenir de demain. Si les jeunes ne s'intéressent pas à comment leurs dévanciers, leurs grands frères, leurs parents gèrent la cité, se démènent pour que le pays puisse avancer, que la production soit organisée. Quand ils deviendront grands, comment ils vont faire? Puisque c'est eux qui vont prendre le relais. Donc, il faut que les jeunes s'intéressent à la politique, mais sache que si tu es mal formé, tu ne vas pas servir à ton pays. C'est pourquoi, dès l'école primaire, il faut s'adonner à ces études bien étudiées, au lycée bien étudiées et à l'université bien étudiées pour devenir utile à sa nation. Pour que, en prenant le relais, au niveau politique, en prenant le relais,
de la gestion des choses publiques, on soit compétent, on soit efficace. Nous allons maintenant aborder votre côté jardin, mais pour ce faire, nous allons suivre un témoignage. Je peux dire, ça peut sembler un peu bizarre, mais il a eu le temps pour nous. C'est vrai qu'il est beaucoup absorbé, il voyageait beaucoup, mais avec ma sœur, le peu de temps qu'il avait avec nous, c'était des moments de qualité. Donc c'est vrai qu'il voyageait beaucoup, il était absent, mais quand il revenait, on passait d'agréables moments avec lui. Donc ça fait que c'est vrai que la quantité n'a pas été ça, mais la qualité a été importante. Très tôt, j'ai commencé à le comprendre. Parce que pour vous dire la petite anecdote, après notre mariage, il n'a même pas pris de congé. Parce que le samedi, bon, on s'est marié samedi, dimanche, lundi, très tôt le matin, à 5 h, il prend sa douche. Après, je le vois, il enfile son voiture. Je dis, mais où tu vas tôt comme ça? Au travail. Donc, je dis, ah bon? Je dis, tu n'as pas pris de congé? Qu'il a toujours pris 3 jours de congé pour préparer le mariage, et c'était tout. Donc, j'ai commencé à le connaître très tôt. Il va tôt au travail, il revient tard, tant qu'il n'arrive pas à terminer le lot de travail qu'il a, il ne rentre pas. Et ce n'est pas uniquement lui, mais c'est à l'ensemble de la famille. Et ses 2 grands frères et lui, bon, il y a quelques spécificités, mais ce sont des gens qui sont rigoureux, je peux dire, ils sont téméraires. Ils ne reculent jamais devant un problème. Ils préfèrent l'affronter et voir ce qui s'en suivra. C'est ce que je retiens de toute la famille et surtout de lui aussi. C'est qu'il ne rejette pas ses amis. Son entourage, il ne rejette pas. Sauf qu'il ne veut pas l'approcher. Les samedis, quand il n'a pas d'interview ou de rendez-vous avec des personnes qu'il a à la maison avec nous, on fait la grasse matinée, nous, pas lui, parce qu'il est toujours réveillé tôt. Et souvent, il met la musique et il danse avec nous et tout ça. Et on a beaucoup appris. Il nous racontait dans sa jeunesse, les jeunes, comment les jeunes se comportaient, et voilà les musiques qu'il aime, et la salsa et d'autres danses. Donc ça, c'était de bons moments. Je peux dire que c'est un bon danseur. Vous venez d'écouter le témoignage de votre femme et de votre fille. L'on est tenté de se demander qui est Simon en famille. En politique, on le connaît, mais en famille, qui est-il? Quel genre de mari êtes-vous? Quel genre de père êtes-vous? Commençons par le mari. C'est difficile de se juger, mais je dirais que peut-être que j'ai eu beaucoup de manquements vis-à-vis de ma famille. Comme ma fille le disait et comme mon époux le disait, j'avais trop peu de temps à consacrer à la famille. Et à cause des occupations au niveau du service, mais au niveau politique également. Mais cela ne traduit pas un dédain pour ma famille. Et parce que nous sommes une famille chrétienne, mon épouse a su donner l'éducation qu'il faut, suppléer à mes absences pour que nos 2 filles soient bien élevées. Elles ont été studieuses, Dieu les a accompagnées. Il y a la première même qui est docteur en économie et finance. Et si elle devait compter sur moi, sur mon accompagnement, bon, elle ne serait pas arrivée à ce niveau-là. Donc, c'est l'occasion pour moi de leur dire merci. Et toutes les femmes, ça montre qu'il faut compter aussi avec les femmes. Donc, j'ai aimé mes 2 filles, mon épouse. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Depuis qu'on s'est mariés, il y a eu des hauts et des bas, mais nous sommes toujours ensemble. Nous sommes tous à la retraite et nous allons à l'église. Et mon épouse est toujours à la chorale. Et mes 2 enfants, ma première fille est mariée à un jeune pasteur. Donc vous voyez,
L'un dans l'autre, on peut dire qu'on mène une vie de famille rangée et sans trop de turbulences. On est tenté de dire que la politique vous a volé une partie de votre vie de famille. Absolument, absolument, absolument. Mais je crois qu'elles ont fini par comprendre que c'était pour la bonne cause. Voilà, quand on va dans les villages, dans les communes, pour vendre le programme de notre parti, de notre candidat, faire en sorte que les lignes bougent, c'est pour la juste cause. Et donc, je crois qu'elles m'ont largement pardonné de mes absences répétées. Et c'est pourquoi nous sommes toujours ensemble. Et je m'en réjouis et je remercie le Tout-Puissant de m'avoir permis d'être dans une famille qui comprend et qui, quelquefois, accompagne. Et en société, quel genre d'amis êtes-vous? Est-ce que vous rendez visite à vos amis? Est-ce que vous êtes une personne sociable? En tout cas, les amis politiques savent que on se rend visite, on discute beaucoup et on agit ensemble. Donc, je n'ai pas l'habitude d'être quelqu'un qui met à sa porte l'affiche chien méchant. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de chien. Je n'ai jamais eu de chien. Je n'aime pas les animaux dans la cour. Donc, je n'ai pas d'animaux je n'ai jamais eu d'animaux dans ma cour. Donc, en fait, j'aime bien quand les amis viennent, quand les camarades viennent et qu'on discute. Et donc, je n'ai pas de problème de ce côté-là. C'est simplement que le temps manque quelquefois pour rendre visite aux gens. Or, c'est important dans la vie. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui pour non seulement gérer leur famille, et également gérer leur statut social, que leur diriez-vous? Il faut aimer fréquenter les gens. Parce que quand on reste renfermé sur soi-même, on apprend peu. Et quand on apprend peu, devant certaines difficultés, on est désorienté. Donc il faut fréquenter les gens. Et surtout des personnes qui sont susceptibles de vous expliquer leur expérience, de partager leur expérience avec vous et de donner des informations sur la vie d'un temps et sur ce qu'il convient de faire actuellement. Parce que suivant les générations, les choses changent. Et quand les choses changent, il faut pouvoir avoir des repères. Et c'est parce qu'on aura cette capacité à fréquenter les gens qu'on va savoir comment certaines choses se gérer dans le temps et apprendre aussi à se corriger, à se comporter en société. Tout cela, ça s'apprend et c'est auprès des dévanciers, c'est auprès des camarades, c'est auprès des gens que vous fréquentez. Donc, il faut aimer fréquenter les gens et faire surtout de bonnes fréquentations. Voilà. Pas dans des milieux mondains où on ne peut pas apprendre quelque chose de bon, mais auprès des gens qui ont l'expérience, qui ont la sagesse et qui peuvent vous accompagner utilement dans la vie. Ça, c'est nécessaire pour les jeunes. Et les jeunes qui vont emprunter cette voie-là vont devenir auprès des vrais dirigeants et des dirigeants de poigne qui sont à même d'apporter leur contribution à la société. Nous allons maintenant nous entretenir avec vous sur votre enfance, votre éducation. Pouvez-vous nous dire un mot sur votre enfance? Quel genre d'enfant avez-vous été? Un enfant turbulent, un enfant taciturne, un enfant calme? Quel genre d'enfant avez-vous été? J'étais quelquefois excité, mais avec le type de père que nous avions, on était obligé d'être rangé. Le papa il était à 16 heures perdu cordonnier, donc il
il s'était fabriqué une chicotte que lui-même a taillée dans le cuir et qui s'appelle Amoré, et il a surnommé Fonkaboum. C'est toi qui n'as pas raison. Et donc, il n'hésitait pas à nous donner la correction nécessaire. Il frappait et il nous amenait chaque fois à la Bible. Donc, je dois dire qu'on a été bien éduqués, et éduqués à partir donc du cocon chrétien, et c'est pourquoi on ne s'est pas adonné à beaucoup de choses mondaines qui auraient pu nous amener à ne pas réussir dans la vie. Et je pense que l'ensemble des frères et sœurs qui sont toujours en vie, et nous sommes 3 frères, 2 sœurs qui sont toujours en vie, tous sont rangés, et c'est parce que nous avons eu un père et une maman qui étaient tous des chrétiens et qui nous ont appris que la vie se gère de manière correcte en ayant comme axe les prescriptions de la Bible. Pouvez-vous nous raconter une anecdote de votre enfance? Vous avez fait une bêtise où le père vous a surpris sur une anecdote? Ah oui, moi j'aimais frapper ma petite sœur et aimais donner des coups de pied. Et un jour, ma maman m'a bien tapé et je ne pourrai jamais oublier ce coup-là. Il m'a dit jamais, on ne donne jamais un coup de pied à une femme. C'est interdit. Et j'ai fini par me corriger. Et je crois que, vous savez, dans la vie, lorsque vous êtes grand frère, immédiatement avec le petit frère qui vous suit, il y a toujours des bagarres. Et moi, j'ai beaucoup malmené ma petite sœur. Et la maman, comme la petite sœur était la dernière de la famille, la maman la chérissait et elle avait des difficultés à me voir dans certains comportements violents vis-à-vis de ma petite sœur. Et c'est ce que je retiens. Mais j'ai compris après que lorsque la dernière de la famille est une fille, vous êtes désavantagé, tout ce que vous faites, c'est mal compris. Il faut soigner son comportement et c'est ce que je retiens. Et je dis aux jeunes, si vous avez des sœurs, des garçons, si vous avez des sœurs, il faut bien vous occuper de vos sœurs parce que les parents aiment bien qu'on traite bien les filles. Quelles sont les valeurs cardinales que vous ont enseignées vos parents, que vous souhaiteriez aujourd'hui transmettre à vos enfants et au-delà de vos enfants, à toute la jeunesse burkinabé? Lesquelles valeurs vous ont soutenu dans votre vie de tous les jours, que vous avez eu comme boussole dans votre vie? La droiture. Notre papa n'acceptait jamais d'avoir au sein de la famille un voleur. Voilà. Parce que le vol est condamné par la Bible. Et lui, pasteur, c'est un sacrilège d'avoir des enfants voleurs. Donc, on nous a appris à ne pas voler, à ne pas mentir, à être juste et à travailler. Mon père aimait travailler beaucoup, ma maman également. Et on nous a appris très tôt à travailler. Nous avons été au champ. Une fois, après le champ, le papa vient et il fait sa cordonnerie. Il aimait faire des objets qu'il amenait au marché pour vendre. Et nous l'aidions à faire cela. Donc, tout le temps, on était sur la brèche, on travaillait. Et après le travail avec lui, on étudiait et il fallait bien étudier
et ne pas aimer ce qu'on appelait la paresse. Alors, ça, ce sont des valeurs qu'on nous a apprises, que nos parents nous ont appris très tôt. Et pour ma part, en tout cas, ça m'a aidé. Et je pense que c'est pourquoi je suis quelqu'un qui aime travailler et surtout relever le défi. C'est dû à la culture que j'ai reçue de mes parents. Je n'aime pas échouer, j'aime réussir. Et pour quoi je garde un très bon souvenir de mes parents qui m'ont inculqué ces valeurs-là. Il faut travailler. Seul le travail paye. Et la paresse ne paye jamais. La paresse appelle à l'échec. Et je crois que s'il y a à dire aux jeunes de maintenant, c'est le fait qu'il faut aimer et garder ces valeurs-là. Le travail, la justice, le bon comportement pour être plus tard quelqu'un qui est respectable au sein de la société. Vous nous recevez dans votre cour, ou si nous voulons, dans la cour que vous a léguée votre père. Et sa tombe est juste à côté. Est-ce à dire que votre attachement à votre père est tel que vous n'avez pas voulu quitter la cour? Une très bonne question. Et je dois vous dire que je pense même, puisqu'on est tous mortels, que le jour où je ne serai pas de ce monde-là, je voudrais être à côté de mon père. Voilà. C'est quelqu'un qui a été d'une droiture qui m'a beaucoup marqué. Et c'est pourquoi, de son vivant, j'ai tout fait pour qu'il ne soit pas déçu de moi. Par rapport aux leçons qu'il nous a apprises. Et je me suis dit, après les études, m'étant absenté pendant un certain nombre d'années pour les études, quand je suis revenu, je n'ai jamais voulu quitter le cocon de la famille. Pour la petite histoire, c'est mon père en 1967, alors que je n'avais pas l'âge d'avoir une parcelle. C'était l'année où on a loti notre quartier. Et le papa s'est refusé à des tours de passe. Il n'a pris que sa parcelle. Et bien que je ne pouvais pas avoir une parcelle, il n'a pas fait autre chose pour me procurer une parcelle. Il a attendu d'examiner certaines possibilités qui l'ont amené à diviser sa parcelle en deux et me donner. Et une des parties m'a été concédée et je lui dois beaucoup et je lui dis merci. Et c'est pour tout cela que je ne veux pas quitter ici. Je pense que je voulais terminer mes jours ici, dans cette maison qui a vu, dans cette cour, qui a vu naître mon père et moi-même et beaucoup de mes frères et sœurs. Pour rester toujours dans votre enfance, nous allons suivre le témoignage d'un de vos amis d'enfance. Au début des années 60, on était à l'école primaire de Rouen-Combien. Simon était un camarade discret, mais au caractère déjà bien trempé, et qu'il ne fallait pas embêter à la cour de récréation. Au milieu des années 70, on s'est retrouvé à l'université de Dijon, militant au sein de l'AIVF Dijon. Le militantisme de Simon a évolué progressivement vers une participation de plus en plus active et de plus en plus influente. Et avec une grande passion pour le débat politique. Voilà, bon, quelques qualités que je peux citer après un demi-siècle de camaraderie. Il y a la modestie, le respect des autres. Il y a la prédilection pour le concret. Et enfin, l'engagement total pour la chose publique.
Vous venez d'entendre le témoignage de votre ami d'enfance. Quel souvenir vous revient pour votre primaire? Celui-là qui vient de parler, Oubda Jakari, que nous appelons affectueusement Ozak, est un grand monsieur, grand intellectuel, extrêmement intelligent. Et c'est depuis 1961 que nous nous sommes connus. Son papa venait d'arriver dans ce quartier-là et nous avons fréquenté l'école ensemble. Et chemin faisant, de l'école primaire au lycée et puis ensuite dans la même université à Dijon. Et nous avons souffert ensemble et nous avons réussi ensemble. Lui, il est entre maintenant Dijon et Ouagadougou. Et je garde de ces moments-là des souvenirs intenses. On aimait discuter sur la religion, sur la philosophie, sur la vie. Et je crois que c'est ce qui nous a amené très rapidement à une maturité. Voilà, on aimait discuter. On n'était jamais d'accord sur tout, mais les discussions nous ont ouvert très tôt l'esprit. On a beaucoup lu, et les classiques, et on s'est cultivé aussi. Et je garde cet ami-là, qui reste un ami. On continue de se fréquenter. Et un ami qui m'aurait permis d'acquérir une maturité dans la vie, dans l'approche sociale donc de la vie, et j'en garde un très très bon souvenir. Dans la vie, nous rencontrons souvent des hauts et des bas. Pouvez-vous nous évoquer des moments d'intense joie que vous avez connus dans votre vie? 2 moments d'intense joie que vous avez connus dans votre vie? Ah oui, quand je me suis marié, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Voilà, on s'est marié dans notre petite église donc du quartier ici. Et très tôt après, on a commencé à avoir des enfants. Et ça, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Et puis, d'autres moments, c'est lorsque la révolution est intervenue et que nous étions responsabilisés. Moi, j'étais le premier haut commissaire d'Oubri Tenga dans sa nouvelle formule, parce que l'ancienne Oubri Tenga, l'Oubri Tenga excluait le Kadiogo. Or, dans le temps, le Kadiogo était plus large. Et donc, on a constitué une province qui s'appelait Oubri Tenga, et j'étais le premier à être envoyé là-bas comme haut commissaire, et nous avons travaillé en étroite relation avec les populations. C'est à ce moment-là qu'on a construit les lycées, des marchés, des pharmacies villageoises, tout ce qu'on appelait à l'époque les projets rouges. Et c'était une intensité, on était en culotte, on était... Voilà, et j'en garde un très 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 bon souvenir. Et à l'époque, d'aucuns m'appelaient Wassa Wassa. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ah non, non, non. Et j'en garde un très bon souvenir. Et le peuple organisé, décidé, peut prendre en main une bonne partie de ses préoccupations. C'est ce que la Révolution nous a donné de voir, d'expérimenter à notre dimension. Et j'en garde un très bon souvenir. Et c'est pourquoi l'expression savoir compter sur ses propres forces-là n'est pas un slogan creux. Nous l'avons expérimenté. Ça a été bon. Et ça a permis au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, de faire des bons en avant, parce qu'on a construit des classes, on a construit des dispensaires,
Et il y a eu plus de santé, plus d'école pour les enfants et plus de forage. Et ça à partir de la mobilisation sociale. Ouais, ouais. Et les Anglais disent que where there is a will, there is a way. Là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin pour y aboutir. Voilà. Justement, pour revenir à votre mariage, vous dites que ça a été l'un des moments les plus heureux de votre vie. Le 6 mois plus ou moins calme, comment vous approchez votre femme pour la première fois? Vous la voyez? Comment est-ce que vous draguez votre femme? Oh là, ça c'est difficile à dire. Hein. C'est difficile à dire, mais il faut dire que... Vous n'étiez pas mondain, vous avez la tête dans les livres, je ne suis pas allé loin, je ne suis pas allé loin. C'est à l'église que j'ai pioché, à l'église. À l'église, et donc dans une famille chrétienne. Et moi, je n'ai pas été orthodoxe. Hein. J'ai fait ce qui, en principe, est interdit. C'est moi-même qui me suis levé pour aller dans la famille de ma femme pour directement en parler à son père. Voilà, ça ne se fait pas. Alors, donc des méthodes iconoclastes. Ah oui, absolument, absolument. Mais j'ai dû après emprunter les voies qui conviennent, mais ça montre qu'il y avait la sincérité dans la démarche. Et puis, voilà, Dieu a béni cette démarche et la démarche donc des parents. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Voilà. Donc cela vous caractérise depuis fort longtemps. C'est-à-dire le but, l'objectif vaut sur la procédure. Ah oui, absolument. Il faut atteindre l'objectif coûte que coûte. Absolument, absolument, absolument. Et c'était des frayeurs parce que le papa de mon épouse était aussi un homme de caractère et les gens avaient peur de lui. Et je ne sais pas comment j'ai puisé ce courage-là pour aller affronter ce vieux-là en disant des choses crues, alors que dans la tradition, c'est des gens qui, d'un certain âge qui doivent annoncer cela, pas l'intéresser, un jeune comme moi. Mais ça me ressemblait, voilà. À côté des moments de joie, nous avons aussi par moments des moments difficiles. Est-ce que nous pouvons évoquer avec vous 2 souvenirs qui ont marqué, je dirais, d'une pierre noire, d'une page noire, votre vie? Des souvenirs douloureux. Il y a 2 choses, le décès de ma maman, parce que quand j'étais à l'université, on faisait enregistrer la voix de la maman et on m'envoyait les cassettes en France pour que j'écoute. Et quand je suis revenu, il tenait coûte que coûte. Je me marie rapidement parce qu'il voulait avoir des petits-enfants. Et malheureusement, elle est tombée gravement malade. Et ce qui m'attriste toujours quand les souvenirs remontent, c'est qu'un jour, quand je suis rentré pour la voir, elle m'a dit « Approche, je vais te parler ». Et je me suis agenouillé et elle a essayé, elle n'a pas pu, depuis, elle n'a plus pu parler. Et je ne savais pas, je n'ai pas su ce qu'elle voulait me dire. Et ça m'a marqué, ça m'a trop traumatisé. Alors, l'autre événement malheureux, c'est les attaques dont j'ai été l'objet dans cette cour-là même. Attaques, les mutineries, et puis le coup d'État manqué. J'en ai souffert dans ma chair et dans mon âme. Et surtout qu'on a violé la tombe de mon père. Et moi-même, j'ai été blessé et traumatisé. Et ça m'a beaucoup marqué.
Mais Dieu merci, ça ne m'a pas découragé. Je n'ai pas abandonné la politique. Et ce sont des événements qui m'ont marqué dans la vie, mais qui n'ont fait que me grandir. Parce qu'avec les agressions que j'ai eu l'assistance des amis, des parents, des Burkinabés tout court, qui ont volé à mon secours et qui m'ont permis de remonter la pente. Et la maman qui est là, quelquefois, qui nous chérissait, qui est décédée sans me dire ce qu'elle avait, sans pouvoir me dire ce qu'elle avait à me dire. Aujourd'hui, à travers les frères et les sœurs, je revois toujours la maman et c'est aussi un réconfort de toujours avoir des parents vivants et de savoir que bon, ils sont là parce qu'il y a eu des géniteurs, la maman et le papa. Donc je remercie Dieu et je pense que si j'arrive à garder la foi comme cela est nécessaire, dans la Bible il est dit que ceux qui gardent la foi et qui meurent après, il y a une autre vie après. Donc je ne désespère pas de voir le papa et la maman un jour, Dieu voulant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les valeurs que vous avez, vous pardonnez à tous ceux-là qui, à un moment donné de votre vie, vous ont voulu du mal ou vous ont fait du mal? Alors, vous abordez un point important. Vous savez, dans la Bible, il est dit de pardonner. Mais ce n'est pas facile de pardonner. Mais avec l'âge, moi j'ai compris qu'en pardonnant, vous créez une paix, la paix du cœur, et vous vivez mieux. Il y a des gens à qui on ne s'adressait pas la parole, et où c'était extrêmement tendu. Aujourd'hui, on se parle, on se téléphone. Il n'y a rien de plus agréable que d'avoir la capacité de pardonner ceux-là qu'on détestait. Et il est bon de pardonner. Il est bon d'avoir la ressource pour pardonner. Et je prie Dieu qu'il continue de m'inspirer, de me donner la capacité de pardonner d'autres personnes auprès desquelles je n'ai pas encore fait de gestes, parce que ça apaise. Et comme dirait l'autre, ça rallonge la vie. Voilà, il est bon de savoir pardonner, parce que non seulement vous permettez à celui que vous pardonnez d'avoir la paix du cœur, mais vous-même vous avez la paix du cœur et vous rallongez et votre vie et la vie de celui que vous pardonnez. Donc, j'ai commencé mon petit chemin de remise en cause, de pardon, et je prie Dieu qu'il me donne les ressources nécessaires pour continuer. C'est bon de pardonner et il faut le faire. C'est une prescription de la Bible. Bien, nous allons passer maintenant à la rubrique Corbeille. À la rubrique Corbeille, vous allez nous tirer un feuillet. Vous pourriez peut-être tomber sur une chanson, sur une récitation, sur un chant, sur une danse. Voilà. Libre à vous de tirer et vous allez nous exécuter ce que vous allez tirer. Oh, ça va être compliqué. Hein? Si c'est la chanson et la chorale, ça va être bon. Ah, récitation. Récitation. Ma foi. Une récitation dont vous vous souvenez. C'est dur, hein? Tout est parti dans la corbeille. C'est pas une récitation, c'est un grand homme qui a beaucoup écrit et dont j'ai pu retenir un morceau qui me continue de me galvaniser. C'est Victor Hugo.
il a écrit les matelots, mais il a dit quelque part, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Si vous abandonnez devant les difficultés, vous cessez de lutter, vous disparaissez. Donc l'instinct de conservation doit amener tout homme à garder sa capacité de lutter jusqu'au bout. Et pourquoi j'ai aimé Victor Hugo. Ben, cette citation que j'aime... Ou un proverbe. Oui, ça peut être en moré traduit par la suite en français. Ça, c'est un passage donc, de la Bible. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour travailler, un temps pour reposer. Et ce passage-là m'inspire beaucoup. Et pour les politiques, il faut savoir qu'il y a une fin à tout. Un moment où il faut être très actif, mais à un moment, il faut laisser la place aux autres. Et ça m'inspire, cette partie donc de la Bible continue de m'inspirer et m'amène justement à essayer, je suis en train de préparer ma sortie. Parce qu'il faut savoir scander le temps et dégager les actions que tu dois poser. Sinon, on se fourvoie, on pense qu'on est éternel, qu'on est à tel endroit, ad vita aeternam, alors que nous ne sommes que des passagers sur cette terre-là. Chacun vient, il joue sa scène et disparaît dans le couloir. Eh bien, nous passons à la phase commentaire pour vous permettre justement de commenter quelques photos que nous avons pu identifier avec vous. La première, c'est celle-là. Quel commentaire faites-vous de cette photo? Alors, comme vous voyez, c'est à l'église. Je crois que ça devait être une journée où les gens devaient se mettre en uniforme et vous voyez beaucoup de femmes. Alors, fréquenter l'église, c'est aussi être dans un milieu de partage. Et je suis très heureux d'être toujours dans cet axe-là où nous avons chaque fois des rappels qui nous permettent de rester sur le bon chemin. Et voilà ce que je peux dire. La suivante. Ah oui, là, ça c'est le grand jour. C'est le mariage de ma première fille qui est maintenant, elle est docteur en économie et finance. Et elle vient d'être nommée comme directrice générale du fonds d'appui aux activités rémunératrices donc des femmes. Et son mari est un jeune du quartier qui est aujourd'hui pasteur. Voilà, donc c'était des moments donc, de joie pour nous, mon épouse et moi et toute la famille. La suivante, c'est celle-là. Ah oui, ça c'est mon retour de France, où j'ai été hospitalisé pendant 3 mois. 3 mois en France, après mon accident grave qui a failli m'envoyer de l'autre côté. Et c'était les gens de Ouagadougou se sont mobilisés pour m'accueillir.
Et vous voyez, je vais vous dire une chose. Cette mobilisation, mes contradicteurs ont tout fait pour que les gens ne se mobilisent pas pour m'accueillir. Vous voyez, jusque-là où la bêtise humaine. Il y en a qui voulaient que ce soit mon cercueil qui revienne. Dieu a voulu que ce soit Simon, en chair et en os, sur ses deux pieds, qui arrive dans un Ouagadougou en plein bouillonnement, où les hommes et les femmes s'étaient mobilisés fortement pour remercier Dieu et m'accueillir, d'être revenu sain et sauf, parce que quand je partais, beaucoup pensaient que ça allait mon cercueil qui allait venir, parce que l'accident, c'était quand même un grave accident. La photo suivante. Ah oui, ça c'est la famille, la cellule familiale, mon épouse, moi-même et nos deux petites filles et leur grand-père, mon pater. Voilà. Voilà. La suivante. Voilà, ça c'est Simon et sa tendre épouse. Nous étions, je crois, à une réception et nous avons été flashés. Voilà, et on a trouvé que la photo était bonne. Donc vous voyez que j'avais des cheveux hein, et la moustache. Mais maintenant, depuis là, c'est parti. Ok, et celle-là. Ah oui, Monseigneur Jean-Marie Comporé, qui m'a beaucoup accompagné, je crois que c'était lors d'une cérémonie présidée par le président du Faso. Et chaque fois, il nous encourageait en tant que maire de la ville à aller de l'avant, à ne pas écouter tout ce qui pouvait constituer le découragement. Et je garde un très bon souvenir de ce prêtre-là qui m'a accompagné par ses prières, par ses encouragements. La dernière photo. Voilà un autre moment donc de joie. Cette photo qui symbolise les multiples rencontres que j'ai eues avec ce qui est convenu d'appeler les femmes de Simon, la Brigade verte. Quelque chose que nous avons mis en place durant mon séjour à l'hôtel, à la mairie de Ouagadougou. 3000 femmes responsabilisées et qui ont contribué et qui continuent de contribuer à faire la netteté de la ville de Ouagadougou et à reboiser également la ville de Ouagadougou. Ces braves femmes rendent de manière, c'est quelque chose qui va me marquer de toute ma vie et je les rends c'est gré de tout ce qu'elles ont pu faire et continuent de faire pour Ouagadougou. D'accord. Nous ne saurions avoir Simon Comporé, qui était dirigeant de chorale, sans quand même lui demander de nous entonner un chant de chorale. Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. Je vais m'arrêter là. Quel jour merveilleux, jour que je n'oublierai jamais. C'est en anglais, et comme à la chorale on chantait en français, en moré, en anglais, et j'aimais bien les chants en anglais, parce que je trouve que l'anglais c'est puissant, vous pouvez vous exprimer en très peu de mots avec l'anglais. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai voulu être professeur d'anglais quand j'étais au lycée. Voilà. Vous avez rattrapé cela en épousant une femme qui est professeure d'anglais. Bon, voilà. D'accord, nous sommes au thème de cette émission, mais avant, est-ce que vous avez une chose que vous aurez voulu dire à cette émission qui n'avait pas pu? Non, je voulais dire à nos enfants, à nos petits frères qui sont appelés à nous remplacer sur tous les plans, de cultiver ce qu'on appelait
et ce qu'on appelle la modestie. Quand vous êtes modeste, Dieu vous élève. Et quand vous êtes orgueilleux, Dieu vous rabaisse. Donc, tous ceux qui ont su être grands l'ont été parce qu'ils ont cultivé aussi cette valeur-là, qu'est l'humilité. Voilà. L'humilité précède la gloire. Voilà, je voulais en tout cas vous dire un grand merci et vous dire que finalement, le combat là, il faut savoir mener le combat qui vaut la peine d'être mené. Vanité des vanités, tout est vanité. En tout cas, l'homme sur cette terre doit s'atteler à faire du bien, beaucoup de bien, parce qu'un jour, malheureusement, on est appelé à ne plus être là. Notre invité a émis un certain nombre de vœux et de souhaits à l'endroit de ses proches et de la population burkinabé. Ces vœux lui ont été également rendus par les membres de sa famille et des amis. Suivant. C'est vrai que toujours tout n'a pas été facile autour, mais tu es un homme persévérant qui sait ce qu'il veut, qui a une vision et j'apprécie cela. Et j'aime la rigueur, la propreté et puis l'ordre, les valeurs que tu émanes. Donc je suis fière d'être assis. Ce que je souhaite le plus, soit qu'il reste calme, parce que c'est quelqu'un qui est d'un tempérament chaud. Mais lui, il se gère très difficilement par rapport à ses grands frères. S'il essayait de se calmer un peu, de se maîtriser un peu, ça lui ferait plus de bien. Chérie, je t'aime bien et je te soutiens dans la prière. Que le Seigneur te fortifie davantage. Et j'aime quand il voyage et puis il me donne des cadeaux. Je t'aime, grand-papa. Grand-papa, je t'aime. Un commentaire? Non, je suis heureux d'entendre mes petits-fils qui s'expriment. Voilà, c'est un bonheur, c'est un don de Dieu et on peut dire que je suis un homme comblé. Et maintenant, même si je devais partir, j'aurais vu ma progéniture et ça fait plaisir. Vous ne partirez pas de sitôt. Nous avons encore besoin de vous pour faire avancer beaucoup de choses. Eh bien, merci. Nous avons été très heureux de vous avoir comme invité. Nous retenons de cet entretien que les jeunes doivent faire de la politique, mais de la meilleure des façons. Il ne faut pas être renfermé sur soi, il faut aller vers les autres. Les jeunes doivent être honnêtes en tout temps et en tout lieu. Ce sont là les quelques leçons que nous avons pu glaner, mais chacun de vous aura l'occasion justement de glaner beaucoup d'autres conseils qui nous ont été livrés à l'occasion de cette émission. Une fois de plus, merci et restez connectés.